Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouveau podcast de HDM Bike. Je suis Jason de Hockit.ca, votre communauté de sport sur deux roues en compagnie de Julien Dosti. Comment ça va? Ça va très bien, Jason. Donc, on fait notre podcast un petit peu plus tard aujourd'hui. On est presque sur l'heure du dîner. T'as-tu faim? Un petit peu, un petit peu. Falloir que t'attendes. Écoute, aujourd'hui, là, je veux qu'on parle de système de suspension. Là, on parle Yes. bien des suspensions arrière, là, on parle pas de fourche, on parle vraiment des divers systèmes de suspension là, sur les vélos de montagne modernes et moins modernes. Le linkage qu'on appelle. Yes, sir. Donc, en fait, ce que j'aimerais savoir, parce que bon, il y a plusieurs systèmes, à l'œil, on peut en différencier quelques-uns. Mécaniquement aussi, j'imagine. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, Julien, c'est quoi qui caractérise un système de suspension? Qu'est-ce qui fait qu'un système de suspension est bon ou moins efficace? OK. Avant de parler de quel système qui est vraiment le meilleur, on va Mhm. commencer par différencier les différentes sortes de systèmes. Parce que OK. visuellement, je peux facilement vous expliquer c'est quoi les sortes de systèmes qui existent. OK? Mhm. Donc, en fait, dans le monde des systèmes de suspension, il existe 5 grandes familles. OK? OK. Donc, on a le single pivot qu'on appelle. Mhm. OK? Donc, le single pivot, lui, c'est comme le nom le dit, tu as tout le triangle arrière qui est relié par un seul point de pivot sur le cadre en avant. OK. C'est tout. Donc, il n'y a OK. pas d'autres bearings plus que ça, d'autres points de pivot. C'est un gros morceau, tout le triangle arrière pivote sur un pivot, tout simplement. Donc, c'est pas plus OK. compliqué que ça. Fait que ça, c'est le système OK. le plus simple qui existe. Mhm. Ensuite, on va avoir un système qu'on appelle le linkage driven. Le linkage driven, là, en fait, là, c'est que à l'arrière ou la roue arrière, où est-ce que vous avez votre dérailleur, là, vous allez avoir un point de pivot qui va se situer sur le seat T. Le Mhm. seat T, là, ça, c'est la partie du haut. Donc, qu'on appelle le haut banc en français. OK. Donc, c'est la partie. On a où est-ce que, où est-ce que la chaîne passe. On a un bras qui est là. Ça, c'est le chain stay. Donc, chain stay, ça va ensemble. Ouais. Ouais. Et seat stay, parce que ça, c'est l'autre bras qui se rend jusqu'à la selle. Donc, seat stay. Donc, on fait les associations. Ouais. Donc, le point de pivot principal qui caractérise le linkage driven, c'est que le point de pivot là, à l'arrière, proche de la roue, il est situé sur le CT. Donc, Mhm. c'est aussi simple que ça. Ouais. Ce que ça nous permet, ce système-là, pourquoi on fait ça? En fait, c'est que c'est un système de type single pivot, mais pourquoi on ajoute des points de pivot à travers tout ça? C'est que ça Ouais. nous permet de venir modifier le ratio de compression de la suspension. Ah, ok. Donc, tu peux aller chercher plus que ce que tu vois là, sur ton choc, là. C'est ça qui fait ça. En fait, c'est un ratio de déplacement. Ok. Donc, par exemple, si, OK, j'ai euh, 200 mm de débattement sur mon vélo, mais mon choc arrière, il n'a pas 200 mm de long. Il va Ouais. peut-être avoir 70 mm de long. Fait que là, Ouais. si je prends 70 mm, me rendre à 200, il y a un ratio de déplacement. Donc, par Mhm. exemple, pour chaque millimètre de déplacement, je vais avoir tant de millimètres de débattement. Donc, c'est un ratio, là. C'est une proportion. Ok. Euh, Ce que ça nous permet de faire, le linkage driven, c'est de venir jouer avec ça. Par rapport au single pivot, le single pivot, où est-ce que le ratio, il est pratiquement linéaire. Là, c'est du un pour un. Là, on ne peut pas jouer avec différents linkages qu'on appelle là, en venant modifier tout ça. Donc, c'est un ratio un pour un presque. Là. Donc, Ok. je vais vous expliquer plus tard un peu là, qu'est-ce que ça vient influencer là, au niveau du comportement. Mais pour l'instant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le linkage driven nous permet simplement de venir modifier cette courbe-là pour influencer là, le ratio de compression. Cool. Ensuite, on a ce qu'on appelle le horse link. Mhm. Le horse link, en fait, pour le reconnaître, c'est très simple. C'est exactement la même chose que le linkage driven, sauf que le point de pivot, il est situé très, 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 très proche du dérailleur en arrière. Ok. Donc, il est juste en avant du dérailleur sur le chain stay. Donc, sur
le bras oscillant là, entre votre chaîne. Là. Ouais. Donc, le point de pivot va se situer sur ce bras-là. OK, Donc, puis le linkage c'est driven, c'était sur le sur chain le stay ou seat le stay, seat juste stay? en haut. Ah, c'est ça, OK. Juste en haut. Parfait. Fait que c'est aussi simple que ça, en fait. C'est que le point de pivot, il est soit en bas, soit en haut. Mhm. Et ça vient tout changer au niveau du système. Vous allez comprendre tantôt qu'est-ce que ça influence. OK. Ensuite, on va avoir les systèmes de type split pivot ou active breaking pivot. Ça, c'est des systèmes comme De Vinci, par exemple. OK. Ce qui caractérise ça, en fait, c'est simple. C'est que le point de pivot arrière, là, il est dans l'axe de la roue. Donc, il n'y a pas de pivot apparent. Là. Ouais. Le point de pivot, il est vraiment à la jonction de l'axe. Donc, les deux bras oscillants arrivent à l'arrière et sont pris ensemble avec l'axe de la roue et le pivot est à l'intérieur de ça. OK. Donc, c'est comme ça qu'on les remarque. Et pour finir, ben, on a le Virtual Pivot Point, donc le VPP, DW Link et tous les autres noms qu'on peut entendre là, spécial là, par rapport à ça. C'est tous des points de pivot virtuels qu'on appelle. OK. Pourquoi on appelle ça un point de pivot virtuel? C'est que le triangle arrière, donc où est-ce que la roue elle est fixée, Ouais. et le triangle avant, Mhm. pour les relier, on va avoir deux links indépendants, un en haut, un en bas, qui sont attachés là, un pivot, un bearing sur le triangle avant, un bearing sur le triangle arrière, et en haut, un bearing sur le triangle avant, un bearing sur le triangle arrière. Donc, les deux sont comme un peu indépendants, si on veut. OK, je comprends. Pourquoi on appelle ça un point de pivot virtuel? C'est que quand on relie les points, le point de pivot principal qui nous permet de connaître le parcours de la roue arrière, en fait, il est un peu dans le vide. Il arrive dans le vide, ce point-là. Si vous êtes plus visuel, là, sur mon site internet de DM Bike, là, vous avez vraiment un article où est-ce que j'ai des images là, qui montrent ça précisément. Et vous allez voir que le point de pivot, il arrive carrément dans le vide, là, à quelque part, soit sur le vélo ou à quelque part ailleurs. Là. Donc, c'est pour ça que c'est un point de pivot virtuel. Là. C'est un point de pivot qui n'existe pas. Ben, quand j'ai regardé sur DM Bike, j'ai lu cet article-là il y a quelques temps. Puis, évidemment, ce que j'ai vu, c'est que tu reliais certains points en particulier. Pas nécessairement tous les points, mais quelques points. Et tu fais un triangle avec. Et la pointe de ce triangle-là va te montrer à peu près le pivot virtuel ou invisible, d'où il part, dans le fond. Donc, Oui, ta roue, c'est ça. elle bouge pas par rapport au triangle avant, elle bouge par rapport à un point dans l'espace qui est peut-être un pied ou deux en avant du vélo, mais c'est son Ouais. axe à lui. C'est donc de modifier un cercle grâce à la géométrie qui permet à la roue de bouger encore plus ou différemment, pas nécessairement comme on peut l'imaginer en regardant juste le triangle. Ouais, c'est ça exactement. Et c'est justement ce qui est un peu particulier avec ces types de systèmes-là, d'avoir un point de pivot qui est virtuel, Mhm. c'est que les possibilités sont à peu près infinies là, par rapport à le parcours, le axle path qu'on appelle, là, donc Ouais. le parcours de la roue arrière, comment elle va se déplacer. Ouais, parce qu'on pourrait Donc, s'imaginer qu'il va tout simplement comme d'un triangle là, partir de son pivot, puis faire un cercle qui est relatif à son pivot, qu'on voit ouais, à l'œil, ou même par ouais, exemple au pédalier. Mais ça n'a pas rapport. On pourrait faire bouger la roue carrément à la verticale à partir de son axe, là, quasiment. Là. ouais, c'est ça exactement. Puis ça, je vais vous expliquer tantôt aussi qu'est-ce que ça influence puis comment ça vient jouer. OK. Donc, là, maintenant que j'ai expliqué un peu grosso modo c'est quoi les cinq familles, Ouais. je sais que pour les plus visuels d'entre vous, c'est un petit peu difficile à imaginer, là, mais si vous voulez vraiment voir comment ça fonctionne, allez voir mon article. Et le reste, vous allez être capable d'écouter puis comprendre là, qu'est-ce que je vais amener. C'est juste que pour vous permettre de les différencier là, visuellement quand vous croisez un vélo dans les trails. Oui. Donc, maintenant, qu'est-ce qui fait un bon système, un mauvais système, puis qu'est-ce qui caractérise tout ça, puis pourquoi il y a des différentes familles de systèmes, qu'est-ce que ça influence? La première chose, ratio de compression. OK? Donc, comme j'en ai parlé tantôt, Mhm. le leverage ratio qu'on appelle. Donc, c'est le ratio entre le déplacement du choc et
le débattement de la roue, donc le débattement du cadre. Ouais. Pourquoi? OK, il y a un ratio. Ce que ça va permettre, c'est qu'il va y avoir des ratios qui vont être régressifs, linéaires et progressifs. OK. Un ratio régressif, ça veut dire que j'ai plus de débattement de choc que j'ai de débattement de roue. Mhm. Un progressif, c'est l'inverse. J'ai moins de débattement de choc et j'ai plus de débattement de roue. Et linéaire, c'est 1 pour 1. Donc, si j'ai 50 mm de débattement de choc, j'ai 50 mm de débattement arrière. OK. Ou, à la limite, mon ratio il est équivalent. Ce que ça veut dire, c'est que si j'ai un choc de 50 mm et que j'ai un ratio 2 pour 1, ça veut dire que j'ai 100 mm à l'arrière. Ouais. Donc, c'est toujours le même ratio de déplacement. Pour Mhm. 2 mm de débattement, j'ai 1 mm de déplacement de choc, et ainsi de suite. Ouais. Donc, c'est vraiment, c'est une règle. En fait, c'est une fraction, en fait. Mhm. C'est aussi simple que ça. Ce que le ratio de compression va influencer sur le comportement de notre vélo, ça va être principalement au niveau de l'amortissement. OK. Donc, comment que notre vélo va amortir les impacts. Est-ce que, par exemple, il va être très sensible aux petits impacts? Est-ce que je vais avoir un vélo qui va être très, très soft, là, très sensible, qui va amortir tous les petits chocs? Est-ce que je vais avoir un vélo qui va avoir un amortissement en début de débattement beaucoup plus ferme, beaucoup plus dur? Donc, souvent, va venir influencer au niveau du pédalage, par exemple. Tu sais, si j'ai un début de débattement qui est très ferme, Mhm. ben, quand je vais arriver pour pédaler, ben, ça va être plus raide. Fait que ça va me donner un feeling différent. Euh, Si, par exemple, j'ai un ratio de compression très, très progressif, donc qui retarde le bottom-out, qu'on appelle, donc quand la suspension vient taper dans le fond, là, quand on atteint le maximum de débattement. Oui. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que mon vélo va pouvoir prendre des plus gros impacts qu'un autre qui, lui, taperait la suspension dans le fond plus rapidement. Donc, je vais pouvoir faire des plus grosses drops, des plus gros jumps, passer dans des champs de roche plus rapidement, etc. Donc, ça va vraiment influencer le comportement de notre vélo face aux impacts qu'il reçoit, que ce soit des petits impacts ou des gros impacts. Ouais, mais là, le régressif, honnêtement, celui qui va en fait réduire par rapport à ton choc, qui va réduire le débattement de la roue, c'est quoi l'avantage? Y en a-tu? L'avantage d'un système régressif, à la base, pourquoi c'est plus vraiment utilisé maintenant avec les nouveaux principes de système, Mhm. les nouveaux types d'amortisseurs, mais anciennement, on utilisait la régressivité pour deux raisons. La première, c'était qu'en début de débattement, ça nous permettait d'avoir justement une fermeté qui maximisait le pédalage. Ah, OK? ok. Donc, ça nous permettait d'avoir un pédalage plus efficace. Mhm. Et en deuxième chose, ça nous permettait aussi, parce que maintenant, c'est moins le cas, les chocs à l'air sont beaucoup plus linéaires qu'ils l'étaient. Mais Ok. quand les chocs à air sont arrivés, là, ils étaient vraiment très, très, très progressifs. Là, donc, c'était très Ah. difficile d'atteindre le fond de la suspension. Donc, d'utiliser en fin de course une régressivité au niveau du ratio de compression, ça nous permettait là, justement de contrecarrer la progressivité trop excessive des chocs à air et ça nous permettait ce qu'on appelle une saine utilisation du débattement. Ah. Donc, on se ramassait avec un vélo qui était capable on était capable d'utiliser le débattement au complet de notre vélo. On Donc, n'était pas en sous-utilisation. fait que ça avait rapport avec, exemple, le type de réponse du choc à air de l'époque, et puis la manière qu'on allait faire les pivots, puis tout ça sur un régressif, c'est qu'on allait peut-être dédoubler la force qui était nécessaire pour écraser un choc, pour aller chercher le potentiel à cette époque-là de son rebound ou de son damping. En plus, le rebound n'a pas de lien. C'est vraiment le potentiel de l'amortissement du choc Ah par ouais, rapport à ok. son ressort. Ok, Au niveau du ok. damping, là, on n'est pas là-dedans. Le damping, ça, c'est autre chose. Là, on Mhm. parle vraiment du ressort pur lui-même, là. Ok, Le ressort à air était plus progressif, indépendamment du damping qu'il y avait. Le ressort à air est plus progressif. Donc, ok. ça, c'est une chose. Donc, ça nous permettait de contrecarrer ça et d'avoir une meilleure gestion du débattement pour pas qu'on se ramasse avec un vélo
que quand on fait une grosse drop, on n'est jamais capable d'atteindre le fond, Hmm. ou que quand on fait une drop de 2 pieds, paf, ça va tout de suite taper dans le fond là, OK. sans raison. Donc, ça nous permettait justement de venir là, contrebalancer ça. Mais le régressif est rendu très, très peu utilisé maintenant là, dans Ouais, les nouveaux j'imagine. principes d'amortisseurs, les nouveaux principes de système. Là. Maintenant, là, le progressif, c'est vraiment le type de ratio de compression qui est utilisé par toutes les compagnies. Là. Même les systèmes un peu plus linéaires vont avoir une forme de progressivité là, de l'ordre de 5, 8, 12%. Là, donc, il y a quand même une certaine progressivité. Et dans les plus progressifs, là, je pense à White Industries, par exemple, qui vont avoir là, du 47% de progressivité. Là, c'est énorme là, comme Ah ouais. progressivité. Là. OK. À la limite, même, je dirais, je considère ça pratiquement trop, mais en tout cas, Hmm. rendu là, c'est des philosophies de compagnie. Là. Mhm. Mais ce que ça nous permet, les différents systèmes, c'est de jouer avec ces ratios de compression-là, d'en créer au goût qu'ils veulent, de qu'est-ce qu'ils veulent obtenir comme feeling, comme principe d'amortissement. Donc, ce que ça fait en sorte, c'est que si je prends deux vélos qui ont exactement le même principe de système, donc, mettons, deux systèmes Horse-Link, Ouais. je vais avoir deux comportements complètement différents à cause justement qu'ils n'auront pas le même ratio de compression. OK. Donc, Fait ils ont que beau avoir la même forme, ils ont peut-être pas le même calcul qui a été pensé dedans, là. c'est ça exactement. Fait qu'on peut pas associer de dire ah, oh, ça c'est un horse-link, ben c'est sûr que ça va être comme ça. OK. Non. Parce que un horse-link chez Norco, par exemple, ou chez Rocky Mountain, c'est deux systèmes horse-link, mais ça se comporte pas du tout pareil. C'est Ah. même pas semblable comme feeling. Fait que les systèmes de suspension, c'est juste une base. Mhm. Une base sur laquelle les compagnies travaillent, mais par la suite, ils vont faire des modifications pour obtenir le rendement que eux veulent obtenir et le feeling qu'ils veulent avoir de leur vélo. C'est ce qui les caractérise aussi. OK? OK. Donc, c'est ce qui fait en sorte que tu embarques sur un Orco, tu sais que tu es sur un Orco, tu embarques sur un Rocky Mountain, tu sais que tu es sur un Rocky Mountain. Donc, c'est ce qui vient OK. les caractériser. Puis moi, j'ai une question, je pense à ça en ce moment. Le single pivot, là, par exemple, là, il y a Ouais. un seul point de pivot. Est-ce que ce type de suspension-là va être plus linéaire qu'un horse link automatiquement? Oui, en fait, là, le single pivot, là, le maximum de progressivité qu'on peut aller chercher avec un single pivot, là, c'est 8 ou 12% de mémoire. OK. Euh, avec là, la façon qu'on va positionner le pivot, là, à quel endroit on va le positionner, puis la manière qu'on va placer le choc, là, on est capable d'aller chercher un petit peu de progressivité, là, mais c'est très peu là, par rapport aux autres types de systèmes qui peuvent être très progressifs. Ce qui veut Donc, dire aussi que le single pivot est aussi en train de devenir un peu plus archaïque ou est-ce qu'il se fait encore? en fait, il se fait encore. C'est juste qu'il faut le renouveler. Il faut aller chercher des. Ça amène quand même un feeling. Tu sais, la linéarité, c'est pas nécessairement mauvais en soi. Là. C'est vrai. Personnellement, les vélos linéaires, moi, j'aime quand même ça. Là. C'est des vélos qui ride très smooth, très léger. Euh, J'aime vraiment ces systèmes-là. Et ça amène aussi des caractéristiques intéressantes, là, des fois au niveau du pédalage, au niveau du freinage. Donc, c'est pas nécessairement mauvais comme système. Là. Il y en a qui vont aimer ça aussi parce que c'est des systèmes qui sont simples, faciles à entretenir, qui vont souvent être plus rigides aussi parce que OK. c'est plus massif souvent les single pivots. Donc, ça a quand même des avantages là, non négligeables. C'est ce qui fait que le single pivot n'est pas nécessairement mort là, OK. complètement. Là. OK. Puis là, on a parlé de celui-là, le linkage driven, le horse link, le split pivot. Euh, Ouais, Là, tu me parlais tantôt active braking pivot. OK. Comment ça ouais. marche? Ça veut-tu dire que quand je freine, le vélo va moins banquer par en avant, mettons? C'est un peu ça que ça veut dire? En fait, euh, au niveau du système Active Braking Pivot, Mhm. ce qu'il faut comprendre, c'est que une autre caractéristique des différents systèmes, c'est leur capacité de freinage, leur qualité au niveau du freinage. OK. Quand je freine, la roue est en rotation, et quand je bloque cette roue-là, la roue, elle voudrait continuer là, son chemin. Là. Elle voudrait continuer de virer. Là. Ouais. Donc, ça fait en sorte que
l'énergie de la roue, l'inertie de la roue que je viens enlever, je viens bloquer, va se transférer dans le système. OK. Donc, en se transférant dans le système, va amener une compression de la suspension. Tu comprends? Oui. Bon. Oui, c'est un transfert de poids, un transfert d'énergie qui C'est automatiquement un va. transfert d'énergie. Ouais. Mais il y a des systèmes qui sont capables de contrecarrer ça. Ah bon? De faire en sorte que mon système, soit qui sera pas affecté par le freinage, Mhm. ou il va être très affecté par le freinage. OK. Puis là, c'est de savoir ce que tu veux. En fait, dit comme ça, on a l'air de dire hey, je veux un système qui n'est pas affecté par le freinage. Ah Sauf que les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Un système qui est peu ou pas affecté par le freinage, ce que ça va permettre, c'est une conservation de la géométrie de base du vélo. ouais. Je m'explique. Quand vous embarquez sur votre vélo et que vous êtes au niveau du sag, OK, Mhm. que votre suspension n'est pas compressée, votre vélo, il y a une caractéristique de manœuvrabilité. Donc, il reste très manœuvrable, il est le fun à rouler et tout. Ah Si vous preniez le même vélo et que vous retiriez l'air dans la suspension, tu sais, quand que le choc est complètement écrasé, là, ouais. ça change vraiment le comportement au niveau du vélo. Là. On Oh, se rend c'est compte sûr. qu'un vélo vraiment un peu weird. Là. Ben écoute, Tu sais, la- j'ai essayé un vélo justement qui est d'une excellente qualité, mais quand je l'ai testé, il n'y avait pas assez d'air dans le choc, puis c'est sûr que ça a changé mon expérience, mais c'était juste ça le problème, là, dans le fond. Là. Mais c'est ça. Et pour ceux là, qui veulent faire le test à la maison, là, faites le test. Retirez de l'air dans votre choc là, pour que quand vous soyez debout sur le vélo là, ou assis, là, que le choc là, soit compressé là, au maximum, là, ou pratiquement au maximum. Mhm. Vous allez voir là, que si bol, ça change complètement le comportement. Votre vélo devient un peu bizarre. Ben c'est sûr. Donc, quand on a un système qui est peu ou pas affecté par le freinage, ça va faire en sorte que la géométrie de base du vélo va être conservée. Donc, même en phase de freinage, les caractéristiques de manœuvrabilité de votre vélo vont rester. Mhm. Parce que la géométrie n'a pas juste à faire avec, si on veut, si on prenait le frame là, puis on le met dans l'air, là, OK? Il touche à rien, il touche Ouais. à personne, là. Il y a sa géométrie. Mais une fois qu'il Ouais. y a les roues, la suspension, puis il touche à terre, il y a aussi une géométrie relative au sol. Donc, si, admettons, ta suspension arrière est trop molle, puis là, ben, oups, ben, il penche par en arrière, ta géométrie est plus la même. Donc, il n'y aura pas le même Exactement. comportement. OK? Moi, je comprends ce que tu Exactement, veux c'est dire. en plein ça. Mhm. Donc, ce que ça va faire, c'est que un freinage où est-ce que le système est peu affecté, oui, c'est vrai qu'on conserve les caractéristiques géométriques de manœuvrabilité du vélo, Mhm. mais en contrepartie, on, on vient nuire à l'absorption des impacts. OK, je Parce que comprends. le système est un peu comme barré. OK, OK. Donc, tout en voulant rester droit, ben, il empêche, dans le fond, la suspension d'être active. Et donc, C'est tu ça. perds de la vitesse ou de la traction. Pas nécessairement, mais ça pourrait faire ça. Oui, c'est ça exactement. Donc, dépendamment dans quelle situation on se retrouve, dans quelle piste, Ouais. ça peut être positif comme ça peut être négatif. Ah ah. Ouais, En ouais, ouais, je comprends. contrepartie, si on a un système qui est très, très actif au freinage, quand on va barrer la roue arrière, le choc il va se compresser. Donc, on va avoir l'aspect que je parlais tantôt là, du choc là, qui vient complètement affaisser. Ouais. Mais en même temps, ce que ça va faire, c'est que même en phase de freinage, le système va continuer à être capable d'absorber les impacts, Mhm. de garder la roue au sol et de garder la traction. Ouais, ouais, ouais. Donc, dépendamment dans quelle situation on se retrouve, de quel type de rider on est, c'est comment qu'on aime le comportement de notre vélo, ben, on va avoir différents feelings par rapport à ça. OK. Fait que, malheureusement, je peux pas vous dire qu'un est meilleur que l'autre. C'est juste une différence de feeling personnel. Il n'y a pas plus à dire que ça. Il y a certaines personnes qui vont préférer une chose, certaines personnes vont préférer une autre chose. Donc, il n'y a pas il y a Ben, pas de réponse parfaite par rapport à ça. écoute, tu sais, je fais souvent des parallèles avec, avec l'automobile, le comportement d'une voiture. La suspension d'une voiture, là, on oublie les pneus, là. On parle juste de la suspension. Ouais. Elle va faire toute la différence sur la manière que le véhicule se comporte, donc que ce soit en virage ou en freinage. Là, c'est sûr que si on prend, exemple, un gros Ford Crown Victoria puis qu'on y met une suspension de course, Monsieur Gendron, là, que ça va faire son épicerie, là,
Ben, quand il va freiner ou accélérer ou pogner une bosse, il va peut-être le sentir comme moins agréablement. Mais, Effectivement. mais, ce que je veux dire, c'est que tu peux aussi prendre la même voiture, la laisser stock, puis Monsieur Gendron, s'il va sur la piste avec, il va peut-être être capable de se débrouiller, mais en tout cas, en tout confort. Moi, j'ai l'impression que le fait qu'un système soit barré au freinage, je sais pas s'il y a un gros désavantage ou bien s'il faut vraiment trouver le point d'équilibre entre les deux où tu arrives à avoir un certain confort, garder ta traction. Honnêtement, là, de la manière dont tu me parles, c'est sûr que c'est bien de garder une traction à terre, puis c'est bien aussi que le système ne change pas la géométrie. Mais qu'est-ce qui est le plus avantageux, là? Ça devient-tu une question de goût ou une question de science, une question de... Si tu fais de la course avec, lequel va être plus rapide? Ben, en fait, c'est ça, c'est que dépendamment de notre style de rider, comment on roule, comment on, c'est quoi les lignes qu'on prend dans la piste et tout, Mhm. il y a certaines caractéristiques qui vont nous avantager ou non. Fait que ça dépend vraiment de la personne. Je vais prendre, tu sais, sur la Coupe du Monde, là, je vais prendre deux riders complètement différents. Mhm. Puis il y en a un qui va me dire, ah, j'aime mieux tel type. Il y en a un autre qui va me dire, j'aime mieux tel type. Ouais. C'est 100% personnel, ça. Il y a vraiment, là, à part que d'expliquer les caractéristiques de qu'est-ce que ça procure, le reste, qu'est-ce qui est mieux, je peux en aucun cas vous dire, ça c'est mieux, prenez ça. Parce que ce que je vais vous dire qui est mieux, c'est par rapport à qu'est-ce que moi j'aime personnellement. Donc, En fait, la manière que je vois ça, c'est vraiment scientifiquement. OK? Donc, par exemple, si tu prends la même Crown Victoria, puis tu y modifies sa suspension, veut pas, celle dont la suspension va être modifiée, va être plus efficace. C'est là va être où... plus efficace, ça dépend où. Ça dépend. Si tu la mets sur une piste de course, oui, mais si tu la mets dans la rue de tous les jours, ben ça se peut que tu la trouves moins confortable. Oh, Donc, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Mais moi, je parlais fait que c'est juste, tu ça. sais, point de vue compétitif, là, objectivement parlant, lequel va être le plus rapide? Ça dépend vraiment tout du pilote, tu penses? En fait, je te dirais que ce qui est mieux, bon, ce qui est peut-être le plus rapide, je te dirais, c'est une espèce D'entre-deux. d'entre-deux. Voilà. Ouais, parce que, tu sais, c'est ce qu'on appelle l'anti-rise, en fait, là, au niveau du freinage. Là, c'est la caractéristique d'anti-rise. J'imagine qu'il est Ben, le tu sais, contraire de l'anti-squat. ouais, exactement, que je vais en parler après. Mais Cool. tu sais, l'anti-rise, là, Mhm. euh, au-delà de 100%, c'est conservation de géométrie. Et en delà de 100, on va être plus qu'on descend, plus qu'on est dans la sensibilité, donc le système qui reste actif. Oui. Donc, je te dirais que si on parle de chiffres, ben, peut-être d'aller chercher quelque chose aux alentours de les 80-90% est peut-être idéal. Parce qu'on a quand même une affectation qui n'est pas trop importante, mais on garde quand même une certaine sensibilité. Donc, on pourrait dire que cette espèce d'entre-deux-là, sauf que je te dirais que si je vous dis, OK, allez chercher un système qui a à peu près, mettons, 80% d'anti-rise, Mhm. ben, vous allez devoir couper ailleurs. Parce qu'il n'y a pas de système qui regroupe toutes les meilleures caractéristiques. Fait que c'est toujours une Ok. question de compromis, là. Ah, je comprends. Mais en même temps, la fourche avant, si elle est trop molle, ben là, t'as beau avoir un anti-rise ou pas, je dis ça aussi, ça va l'affecter. Donc, c'est un ensemble d'éléments, là. Oui, il y a une chose qui est importante à souligner, c'est que quand on a un fort anti-rise, là, Mhm. donc que le système est très peu affecté par le freinage, ça fait en sorte que si la suspension arrière absorbe pas une partie de l'énergie, Ouais. ça veut dire que l'énergie va se transférer vers l'avant. Oui. Donc, on va avoir un peu plus de diving brake qu'on appelle. Donc, la fourche avant va manger, risque de s'affaisser plus facilement. Mhm. Donc, là, à ce moment-là, il faut avoir un autre genre de setup en avant pour justement contrecarrer ça. Donc, tu sais, quand on parle de balance, là, ben, Ah c'est ouais, tout hein. ça, hein. C'est du C'est, fine-tuning, là, rendu là. ouais, 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 rendu là, exactement, c'est en plein ça, là. OK. Ensuite, maintenant qu'on a parlé du freinage, tu l'as abordé tantôt, le mot anti-squat. Ouais. Le mot anti-squat, là, ce que ça veut dire l'anti-squat, c'est quand on pédale, là, l'espèce de rebond là, que ça crée là, au niveau du pédalage, là, le bobbing qu'on appelle. Là. Mhm. Donc, ce rebond-là, plus qu'on a un anti-squat qui est élevé, plus que ça va faire en sorte que quand on va pédaler, le système ne bougera pas. Ouais. Donc, à chaque coup de pédale qu'on va donner, le choc va rester statique. Il y aura pas, euh, ça n'aura pas d'impact là, sur notre système de suspension. Et donc, tu vas transférer plus de power directement au sol, là. C'est en plein ça. OK. L'avantage de ça, c'est que
toute mon énergie est transférée à la roue plutôt que d'être absorbée. Il y a une partie de mon énergie qui est absorbée par le choc. Mhm. Là, vu de même, on se dit, Colin, encore une fois, bien mieux d'avoir un anti-squat qui est très élevé. Moi, je veux pas perdre d'énergie quand je pédale. Ouais, mais si t'as un anti-squat trop élevé, t'absorbes pas les chocs en dessous de toi pendant que tu pédales. En fait, ouais, c'est que ça va jouer sur deux éléments. OK. De un, l'absorption des impacts. Parce que si mon système il est barré quand je pédale, ben justement, il n'est pas libre de mouvement Mhm. pour absorber les impacts. Donc, je me ramasse avec un système qui est très efficace au niveau du pédalage, au niveau de la dépense énergétique même, Ouais. mais on a un système qui est en perte de traction Ouais. parce que justement, il n'absorbe pas, il n'épouse pas le terrain. Mhm. Fait que quand on arrive dans des montées très techniques, puisqu'il y a Ouais. beaucoup de racines puis de roches, Uh-huh. ben, on va avoir une perte de traction à ce moment-là. Donc, t'as beau vouloir avoir une meilleure accélération, mais là, tu perds de la traction, donc tu perds de la vitesse. Voilà. Ouais. Voilà. OK. Alors Donc, qu'à l'inverse, si je suis en train de monter un chemin de 4 roues, ouais. un chemin lisse, ben là, je vais vouloir beaucoup d'anti-squat parce que j'ai pas nécessairement besoin d'absorber beaucoup d'impact. Mhm. Donc, à ce moment-là, je suis plus avantagé. Fait que, encore une fois, dépendamment dans le type de piste dans lequel on se retrouve, une des deux méthodes va être avantagée versus l'autre. Ouais. Et j'imagine Fait que, que c'est encore là que ça prend une espèce d'entre-deux ou que c'est une question de préférence où est-ce qu'on va rouler. ouais, c'est ça, mais encore, je dirais que l'anti-squat là, est principalement lié. euh, Mettons qu'on fait 10 courses dans la saison, Mhm. on ne sera jamais sur le même type de piste. Donc, il y a des pistes dans lesquelles on va être avantagé d'avoir un certain type d'anti-squat. Il y a certaines pistes qu'on va être avantagé d'avoir un certain autre type d'anti-squat. Mhm. Fait que, dépendamment de qu'est-ce qu'on aime comme feeling, parce qu'un anti-squat qui est très élevé là, va donner un pédalage beaucoup plus ferme, là, beaucoup plus stiff. Ouais. Par exemple, là, un Santa Cruz ou un Pivot Mhm. vont pédaler beaucoup plus ferme qu'un un Rocky Mountain, par exemple. OK. OK? Donc, la différence de feeling au pédalage va vraiment se sentir à ce niveau-là. Fait que, encore là, il y a une question de préférence, il y a une question d'efficacité, de feeling qu'on recherche et tout. Donc, c'est tout ça qui vient jouer, là. Puis visuellement, là, tu me mets trois vélos en avant de moi qui ont toutes les trois un split pivot, là. Ouais. Est-ce qu'il y a moyen de savoir à l'œil lequel va avoir plus d'anti-squat ou d'anti-rise? À l'œil, là. Non, non. Donc c'est toute une question mathématique, de point de vue scientifique, C'est là, carrément, là. faut, pour être capable de savoir ça, il faut vraiment là, être capable de dessiner le vélo sur papier et de tracer les lignes. C'est ça, c'est ça. On OK. ne peut pas visuellement là, regarder un vélo et dire ah, lui, là, c'est sûr qu'il pédale mieux là, à cause que tel pivot est placé à telle place. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, malheureusement. C'est pas aussi facile que ça. Ça prend vraiment un logiciel pour sortir les caractéristiques, pour vraiment faire le dessin des courbes, pour vraiment là, ressortir les caractéristiques de chacun des vélos. Fait que c'est pour ça que on peut pas dire ah, acheter tel vélo, ça c'est le meilleur, ou etc. Mhm. Faut vraiment l'essayer, pour vraiment sentir ces caractéristiques-là, pour vraiment voir, là, filer là, quel vélo qu'on aime le plus rouler. Donc, c'est vraiment à l'essai là, qu'on va percevoir ça. Ça reste des caractéristiques papier, Ouais. mais pourquoi je vous explique tout ça, c'est que les compagnies, quand ils designent un système, Mhm. vont venir travailler sur ces caractéristiques-là parce que ça va vraiment, le ratio de compression, l'anti-rise et l'anti-squat va vraiment influencer là, tout le feeling et comment que le système va travailler. Fait qu'il faut vraiment, là, OK, c'est vraiment sur ça que les compagnies travaillent pour nous donner un feeling différent. Et il n'y a pas un seul système dans tout ça qui va nous donner l'avantage sur tout. Chaque OK. système va nous permettre d'aller chercher telle caractéristique de façon un peu plus prédominante, telle autre caractéristique. Donc, il n'y a pas de système parfait, il n'y a pas de système imparfait. Ça dépend vraiment qu'est-ce qu'on veut faire, obtenir et tout. Puis là, les fabricants, dans le fond, quand ils sortent un vélo, les spécifications du vélo doivent nous indiquer un peu si, admettons, tel type de vélo a, exemple, été beaucoup retravaillé pour procurer un anti-squat ou un anti-rise plus efficace. Ou il y a une manière, j'imagine, de déterminer dès le départ, si moi je cherche quelque chose qui est entre deux, il doit bien en avoir un qui est mieux balancé que l'autre, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui est
tellement subjectif que, dans le fond, tu l'essayes seulement sans le savoir. J'ai pas le temps d'essayer 50 bikes pour savoir lequel je veux, des En fois. fait, il y a deux choses. La première, c'est que, par exemple, moi, j'ai beaucoup de données sur des bikes. J'ai des logiciels pour faire de la rétro-ingénierie de système, qu'on appelle, pour ressortir les courbes. Fait que moi, je OK. suis capable d'aller sortir les données d'un vélo. Je suis capable de Ah. l'analyser. Par contre, au-delà de ça, on peut pas juste se fier au papier. Parce que, dépendamment du type de choc qui est sur le vélo, dépendamment de certaines subtilités de caractéristiques, de l'ensemble des caractéristiques, ça va faire en sorte qu'on va obtenir différents feelings. Fait que oui, ça donne une partie de la réponse, mais ça ne donne pas toute la réponse. Fait que, OK. en fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est que les données papier peuvent nous orienter vers une famille de vélos. De dire, OK. OK, ben moi, si je cherche un anti-squat très élevé, ben je peux te sortir, mettons, 10 vélos que eux autres, l'anti-squat est très élevé. Mhm. Mais le ratio de compression puis l'anti-rise vont être complètement différents d'un vélo à l'autre. Ouais, Mais ouais. on peut les regrouper sur une famille d'anti-squats élevés. Puis par la suite, ben là, dans cette famille-là, là, tu peux aller chercher le vélo qui va te convenir le mieux là, de façon générale. Puis toi, tu dirais-tu que, par exemple, les géométries ont évolué spécifiquement par rapport au cross-country, l'enduro ou le downhill, par exemple? Ouais, les géométries de vélo, ça, dans le fond, indépendamment des systèmes de suspension, les géométries de vélo viennent vraiment influencer le comportement. Fait que, tu sais, là, on parle du comportement du système, Mhm. mais la géométrie influence tellement la maniabilité, la façon que le vélo va répondre sur la piste, que c'est l'ensemble de l'œuvre qui fait en sorte qu'on a un vélo qui est efficace ou non. Donc, face à ça, on peut prendre deux systèmes identiques avec les mêmes caractéristiques papier, mais avec des géométries différentes qui vont nous donner deux comportements différents. Ouais, ouais. Puis déjà, juste les ajustements qu'on y fait nous-mêmes vont lui donner un comportement différent, là. Ça, Juste. ça rajoute Ben encore oui. une autre couche par-dessus ça. Fait qu'imaginer là, Ben oui, puis comment après, il y ça a le peut être. poids du rider, il y a sa manière de se comporter sur son vélo. Ah ouais, donc c'est très subjectif, effectivement, là, le choix de suspension, le choix de vélo. Puis c'est sûr que ça a tellement évolué dans les dernières années que c'est dur de se dire, OK, mais là, attends, c'est quoi la prochaine évolution possible? Est-ce qu'on les a toutes vues? Ben tu sais, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que anciennement, il y a certains systèmes qui étaient comme vraiment, qui sortaient du lot. Mhm, Mais en date d'aujourd'hui, là, OK, aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, qui est la journée de tournage de ce podcast-là, là, qui est le 18 décembre 2020. mhm. Donc, en date du 18 décembre 2020, j'ai aucun système à vous dire, ah, prenez ça, ça c'est le meilleur. J'en ai pas. C'est plate, mais c'est ça. Je sais que c'est la réponse que tout le monde aimerait savoir. C'est quoi le Saint Graal du vélo, puis c'est quoi le système à avoir. Mais malheureusement, j'ai une réponse plate à vous donner, qu'il n'y en a pas de meilleur système. Moi, j'en ai roulé de toutes les sortes. Il y en a que j'ai préféré, il y en a que j'ai moins aimé. Présentement, au moment où on se parle, moi, je roule un Orbea Ryan, Mhm. un Orbea Rallon en français, avec un système ABP, Active Braking Pivot. OK. J'adore ce vélo, je tripe sur ce vélo-là. Mais auparavant, j'ai eu un système, un KHS avec un VPP. Avant ça, j'ai eu un Rocky Mountain avec un Horselink. Mhm. Et c'est tous des vélos que j'ai appréciés à leur manière, dans OK. leur comportement, dans leurs différences. Donc, c'est vraiment là des comportements qui sont différents et tout. Fait que faut vraiment en essayer, faire des tests, aller dans les journées de démo, faites des essais pour vraiment vous voir qu'est-ce que vous aimez, vous, comme personne là, au niveau des systèmes. Ben écoute, il y C'est en a sûr qui que, préfèrent ne pas avoir de suspension du tout en arrière. ouais, effectivement, il y a le hardtail. Là, on parle de système de suspension, mais tu sais, le hardtail est encore là, très populaire. Là, Écoute, faut pas ça me négliger. tente C'est juste quasiment que. d'en avoir un. Pour vrai, là, il y a des bouts où je me dis, hey, il me semble qu'ici, ça aurait été pas pire d'avoir un hardtail. La Ouais. même section de trail filerait complètement différent. C'est sûr que je trouvais, quand je ridais hardtail, qu'il y avait une réponse là, incroyable. Puis ton énergie est tellement différente sur ces vélos-là. Après ça, c'est sûr que tu tombes sur la suspension arrière et tu te dis, waouh, c'est tellement plus confortable. Puis tu peux peut-être aller plus vite à tel ou tel endroit. Mais en réalité, le feeling qu'on a sur notre vélo, là, s'il nous fait plaisir, puis si on a l'impression d'aller vite, là,
Ben, c'est winner, peu importe ce qu'on choisit. Là. En plein ça, tu pourrais pas mieux dire, mon cher. C'est vraiment ça. Fait que allez-y avec le. Puis l'autre chose à ne pas négliger, là, Ouais. le look. Ah, c'est sûr. Si vous trouvez votre vélo beau, là, vous allez aimer le rouler. Là. Ben, écoute, il est dans Fait mon que- sous-sol, puis chaque fois que je passe devant, je le regarde, puis j'ai juste envie de le sortir. Tu sais. C'est sûr, je C'est le en trouve plein beau. ça. Puis Là, moi aussi, mon vélo, quand je vais dans le garage, je le regarde, je suis Caroline qui est beau ce vélo-là. Tu sais. Fait qu'il y a certains systèmes qu'on trouve affreusement laids. Puis c'est Ouais. correct. OK? Ça fait partie de l'ensemble de l'œuvre, comme on aime les voitures avec Exact. certains looks qu'on n'aime pas. Donc, il ne faut pas négliger cet aspect-là aussi. Là. Au-delà de l'aspect performance, là, allez-y qu'un vélo que vous trouvez beau, là, ça a son importance aussi. C'est vrai, écoute, on se l'approprie, c'est notre machine, puis on aime ça le rider. C'est sûr qu'on aime ça aussi le trouver beau. Un vélo qu'on trouve laid, c'est pas. C'est moins attirant, C'est en c'est sûr plein et ça. certain. Ben En écoute, plein j'ai ça. l'impression qu'on a bien couvert le sujet. Si jamais, mesdames et messieurs, vous avez des questions, gênez-vous pas de nous écrire sur notre page Facebook, de nous écrire par messagerie, par courriel. Nous, on est toujours là pour répondre à vos questions si jamais vous en avez. Donc, Julien, ce fut encore une fois un grand plaisir de jaser avec toi aujourd'hui. Yes, puis pour les autres petites caractéristiques, là, on pourra là, refaire un autre podcast là, sur les autres petites particularités. Là, on a tiré les grandes lignes, là, mais il y a Mhm. encore des petites nuances qu'on pourrait parler ici et là. Là. Puis si jamais vous le désirez, là, faites-nous signe, puis on va revenir là, sur les autres petites particularités, là, plus en finesse, là, plus en détail sur certaines choses. Donc, n'hésitez pas à nous écrire sur mon site internet, comme je dis, dmbike.com, dm-bike.com. Vous avez toujours énormément d'informations sur les systèmes de suspension. Vous avez tout ça en texte. Et on va être capable là, de vous en faire un bon podcast intéressant aussi. Ah, de toute façon, il faut se garder du matériel pour faire d'autres podcasts. Hein? Effectivement, Ben, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Merci, Julien. à la prochaine tout le monde. Bye bye.